Bienvenue à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Mobility TV pour aujourd'hui une émission que l'on va consacrer au bonus écologique, au nouveau bonus écologique qui va entrer en vigueur en 2024. Alors on n'en connaît pas encore complètement tous les détails, mais il y a quand même pas mal de conséquences que l'on peut anticiper et que l'on va discuter avec nos 4 invités présents en plateau que je vais vous présenter immédiatement. Jean-Michel Pinto, bonjour. Bonjour. Du cabinet Deloitte, spécialiste automobile. Merci à vous d'être là. À vos côtés, Atina Argiriou. Merci beaucoup à vous d'être là, présidente déléguée de la XIAM. Et donc, on va voir le point de vue, notamment, évidemment, des constructeurs étrangers sur ces sujets du moment qui nous occupent. Des sujets qui occupent également Dorothée Desraux-Julien de Mobiliance. Vous êtes la directrice des affaires publiques. Merci à vous d'être là, Dorothée. Et à vos côtés, Nicolas Lebigot pour la PFA, la plateforme automobile. Vous êtes le directeur des affaires environnementales, techniques et réglementaires. Ça tombe bien, on va parler un peu d'environnement, de technique et de règlement. Donc c'est plutôt cohérent. Je suis à la bonne place. Effectivement. Peut-être pour poser un petit peu ce décor, Jean-Michel Pinto, le bonus écologique version 2024, alors, qu'est-ce qu'il pourrait changer concrètement? Là, c'est chez les constructeurs se dire, alors attendez, est-ce que cette voiture-là, elle rentre dans les bons critères? C'est un peu le casse-tête en ce moment chez les constructeurs? Oui, alors peut-être une petite mise en perspective. Donc il y a deux sujets. Il y a la finalité et puis il y a la méthode et la mise en place. C'est ça. Donc sur la finalité, il a 3 objectifs, ce bonus écologique. Le premier, c'est, comme tous les bonus, d'aider au passage à l'électrique. C'était déjà le cas des précédents. Le deuxième, c'est de réduire l'empreinte carbone des véhicules et d'encourager cette réduction. Ça c'est un peu nouveau. Et c'est très important parce que il faut savoir que sur un véhicule électrique, les émissions viennent principalement de la phase de production, en particulier en France, puisque le mix énergétique est très décarboné. Et puis il y a un troisième objectif, qui est probablement celui qui va être le sujet de plus de débats, c'est de ne pas désavantager, je dirais, les véhicules produits en Europe ou les pièces produites en Europe, qui sont soumises à beaucoup d'exigences en termes de décarbonation par rapport aux véhicules produits dans les 2 autres principales plaques, les États-Unis et la Chine, qui bénéficient aussi de mécanismes de subvention. Et je pense qu'on reviendra là-dessus un peu plus tard. Oui, c'est effectivement les grands enjeux et arriver à bien définir justement ces critères. Peut-être un mot pour commencer avec vous, Nicolas Lebigot. Justement, c'est ça pour la PFA, forcément, il y a un côté, entre guillemets, logique d'avoir une riposte française à ces arrivées. Je veux dire que c'est un bien grand mot, mais en tout cas une réponse à ces questionnements de logique, de bonus, de se dire ce qui fonctionnait, ce qui était assez cohérent et logique il y a 5 ans, on ne se posait pas forcément la question de la même manière. Il faut le faire évoluer. Oui, alors on n'est pas dans une opposition, et d'ailleurs il n'y a pas d'opposition qui est prévue par le texte lui-même. Je pense qu'il faut peut-être rappeler ce qu'est le bonus. On est sur un enjeu environnemental. Le bonus, depuis son existence en 2008, a permis, c'est un instrument assez fondamental qui a permis de baisser les émissions de CO2 du marché, et ça a bien fonctionné. Son principe, c'est de gommer les surcoûts technologiques des innovations, de sorte à placer ces innovations sur le marché à un coût compétitif par rapport aux technologies déjà existantes qui, elles, ont été amorties depuis longtemps. Et pour le coup, pour le véhicule électrique, c'est un vrai enjeu puisque son surcoût est de l'ordre de 50%, ça je ne vous apprends rien. Et par ailleurs, on a une trajectoire d'électrification à tenir qui est assez radicale vers le 100% électrique à l'horizon 2035. Et donc, cette trajectoire va conduire l'ensemble des acteurs à investir encore des milliards sur les technologies d'électrification et à aller chercher des matériaux de batterie, par exemple, qui sont tous les mêmes, et donc nous mettre dans des conditions contractuelles avec nos fournisseurs de batteries compliquées ou de matériaux, et qui nous mettent moins en bonne posture pour négocier les prix. Donc le véhicule va rester cher, et d'où la nécessité de maintenir des bonus. On est sur cet enjeu environnemental essentiellement, c'est ça le principe du bonus. Et d'accès justement à ces voitures-là, effectivement. Et d'accès à ces voitures, au regard de
de la concurrence, le dispositif est assez ouvert, même s'il impose une méthodologie très claire avec des données à prendre en considération sur les facteurs d'émission. Il n'empêche que chacun des constructeurs peut faire valoir sa performance individuelle en termes d'empreinte carbone. Oui, effectivement. Pour rester sur les constructeurs, avant de vous donner la parole, Dorothée, cette logique-là, elle est plutôt partagée forcément, qu'on soit un constructeur français, allemand ou extra-européen, sur cette logique de décarbonation. Ça, pour le coup, la logique est partagée sans aucun problème. 100%, absolument. Nos adhérents, ils sont même en avance du calendrier qui est imposé par Bruxelles au niveau de l'électrification, absolument. Et comme les règles du marché changent et les technologies, on comprend très bien qu'il faut ajuster aussi les paysages fiscaux. C'est ça. Nous, on s'interroge sur la pertinence aujourd'hui d'un bonus, pour vous dire la vérité. Pourquoi ? Parce que la façon dont il a été construit aujourd'hui, les bonus, est dans la précipitation, je dirais. Il n'a pas pris en compte plusieurs paramètres. Une industrie qui est toujours en évolution, un consommateur qui doit être convaincu, qui doit être séduit, et qui change également ses habitudes. Nos partenariats internationaux, puisqu'aujourd'hui les chaînes d'approvisionnement vont également être bouleversées, changées. La notion même, finalement, de la production, qu'est-ce que c'est la production ? C'est les designs d'une voiture, les recherches et développement, c'est les équipementiers, c'est l'assemblage. Ces bonus écologiques, en tout cas, il est principalement axé sur l'assemblage. Alors, peu importe, finalement, d'où ils viennent la matière, du moment où ils sont assemblés en France, ou en tout cas, deuxième siècle en Europe, il sera plus susceptible à être éligible à ces bonus. Est-ce que c'est les bons calculs ? Et est-ce que la France, puisque ça impacte les consommateurs et les industries européennes, peut aujourd'hui décider de façon unilatérale de règles de ces bonus-là. C'est des inquiétudes. Mais on est bien entendu d'accord sur le principe. Incontestablement. La logique d'un bonus français et pourquoi pas rêvons un peu un bonus européen avec un peu de... C'est pas gagné, mais on peut rêver. Dorothée Desrosiers-Julian, sur cette logique-là, il y a effectivement plein de critères encore à bien définir, notamment sur effectivement qu'est-ce qu'on entend par la production des matériaux, à partir de quel moment. C'est vraiment ce qui est en train de se jouer aussi là, sur cette définition du bonus 2024. Alors, nous, au sein de Mobiliance, on est au contact des clients, puisqu'on a les distributeurs automobiles, les loueurs. Donc, on voit à la fois, on a une perspective à la fois sur les clients particuliers et les flottes, donc les personnes, les entreprises. Et par les flottes, l'électrification, c'est quand même le levier principal. C'est un levier principal. Donc, c'est vrai que côté loueur, on voit aussi d'ailleurs, et c'est pour ça nous, on est évidemment très favorable aux bonus et aux aides qu'il faut évidemment sanctuariser, parce qu'aujourd'hui, sans ces aides, le processus d'électrification, eh bien, il se ralentira forcément. On voit de manière générale un attentisme des clients aujourd'hui, parce qu'il est quand même à souligner une baisse des prises de commandes depuis le début de l'année qui est à peu près à de moins 14, moins 15%. Donc il y a quand même une baisse tendancielle, on le voit, sur des clients qui sont encore dans l'indécision sur l'acte d'achat. Donc ces bonus, ça a permis clairement d'avoir cet acte Malgré d'achat. les baisses, on peut encore dire qu'il y a quand même un gap entre le thermique et l'électrique. Alors, c'est en moyenne à peu près de 30% voilà, le ça, prix. ça, donc, ça, il y a un ça vrai reste enjeu de pouvoir d'achat et d'acceptabilité du véhicule électrique. On voit qu'il progresse beaucoup dans les ventes automobiles. On l'a vu, c'est à peu près 51% là, sur le mois d'octobre de progression des véhicules électrifiés, 41% depuis le début de l'année 2023. Donc, on voit qu'il y a une vraie progression de ce véhicule électrifié dans les ventes. Pur électrique, ça reste quand même un petit peu plus une augmentation qui reste beaucoup plus modérée que le véhicule électrifié dans sa globalité. Mais en tout cas, ces aides, clairement, c'est aujourd'hui ce qui emporte la décision du client. Oui, effectivement. Et sur cette logique-là, Jean-Michel Pinto, je pense paraît évident de sanctuariser une certaine partie, en tout cas, cette logique. Je pense que la logique de subvention
elle s'explique effectivement, c'est ce qu'on vient de dire, par une industrie qui est un peu naissante, qui est en développement. Alors, elle est née depuis plusieurs années, mais en développement. Donc ça se justifie d'un point de vue, je dirais, de la théorie économique. Mais à partir du moment où il y a subvention, je pense qu'il y a débat sur les mécanismes qui sont mis en place. Il y a des arbitrages. La méthode de l'ACV est une méthode complexe. Il y a beaucoup de critères pour calculer ici comment on prend en compte chaque étape de la chaîne de valeur, quel mix énergétique. C'est un exercice assez compliqué. Et donc, il doit y avoir des arbitrages. Et c'est normal qu'il y ait un certain nombre de débats sur ces arbitrages, mais pour autant, le mécanisme de subvention est absolument nécessaire pour accompagner cette transition, parce qu'aujourd'hui, on l'a dit, il y a encore des différences de coûts entre des véhicules thermiques et des véhicules électriques. Et pour revenir sur ce que vous disiez, pour la XIAM, l'idée, c'est de se dire qu'il faudrait que ce soit cohérent depuis le début dans la logique de construction du bonus, de se dire que, je vais prendre un exemple, un BYD, un Volvo, n'est pas des tarifs différents entre là c'est la réglementation française, là c'est la réglementation allemande, là c'est la réglementation italienne. C'est-à-dire que la même voiture, je vais regarder ces mêmes exemples-là, pourrait avoir 2, 3, 4 000 euros d'écart selon les pays. C'est ça que vous souhaiteriez éviter? Ah oui, on l'a vécu. Hein. Ouais. On a certainement tous autour de ce plateau. Moi, je me souviens, en fait, on allait chercher les voitures en Belgique ou en Espagne. Et là, on est dans une période où on a les bolus et les manus. Oui. Alors, c'est vrai que ça joue aussi quand même, ça joue beaucoup dans la morale, dans l'approche consommateur, dans la planification industrielle. Je pense que c'est une vraie chance, ces bonus, pour pouvoir, mettre tout le monde d'accord au plan européen, et surtout établir une planification à long terme, pluriannuelle. Pas de comme se on la dire, demande. bon là il y a le bonus 2024, et puis peut-être qu'il va évoluer en 2025 ou en 2026. C'est pour ça d'ailleurs on est inquiet, parce que comme le socle n'a pas été décidé, l'assiette n'a pas été décidée conjointement, et cette assiette doit évoluer, pourquoi ne pas la discuter et prévoir déjà des évolutions pour pouvoir préparer les côtés industriels, les calendriers industriels et également les consommateurs. Nicolas Lebigot, est-ce qu'on se dit que le bonus français sera tellement bien que tout le monde va faire pareil? Je caricature volontairement. Mais... Alors, il faut aussi avoir à l'esprit qu'il y a une démarche globale qui consiste à regarder la performance des véhicules en analyse de cycle de vie. Ouais. C'est vrai qu'à ce stade, la réglementation européenne sur les émissions de CO2, elle est plutôt à l'échelle du pot d'échappement, mais il y a des projets au niveau de la Commission européenne d'élargir et d'établir une méthodologie de mesure de la performance en analyse de cycle de vie. Et au regard, effectivement, de nos objectifs prévus par le Green Deal, neutralité carbone à l'horizon 2050, c'est la seule boussole qui doit nous guider, puisque le pire serait qu'on vienne nous voir dans 10, 15, 20 ans en nous disant c'est bien, vous avez fait votre transition vers le 100% électrique, mais vous n'êtes pas préoccupé de l'amont. Et là, effectivement, ce sera plus compliqué d'atteindre la neutralité carbone. Alors, c'est vrai que la France est un peu précurseur dans cette affaire-là. Il y a des travaux qui sont en cours, mais en parallèle de ça, l'ensemble des constructeurs à l'échelle mondiale sont tous engagés dans la performance environnementale, dans des objectifs vers la neutralité carbone, et les constructeurs asiatiques également. Moi, ce qui m'impressionne, c'est de voir combien, au niveau en Chine, lorsqu'on décide le plan qui consiste à faire croître la part des véhicules électriques et à développer les infrastructures de recharge, tout le monde s'y met, et ils réalisent ça avec une vitesse d'exécution qui est remarquable. Et ce sera le cas aussi sur la décarbonation de leur mix énergétique. Il ne faut pas se leurrer. Donc là, on fixe une exigence de performance. C'est tout ce qu'on demande. Une exigence de performance en analyse de cycle de vie sur la partie production en empreinte carbone, à charge à chacun, d'optimiser sa filière d'approvisionnement, matériaux, de choisir les matériaux qui vont bien pour répondre au score environnemental qui permet de toucher le bonus. Je pense que... Peut-être pour compléter ce que dit Nicolas, on peut discuter de la méthode de calcul, mais ce que je pense, c'est que l'analyse en cycle de vie est très importante parce que ce qui se passe avec les véhicules électriques, c'est que les émissions à l'usage baissent, mais les émissions en production augmentent. Ouais. Et si on ne commence pas à traiter la demande qui augmente. Et si on ne commence pas à traiter ce sujet maintenant, en 2035, on n'aura quasiment plus, on peut l'espérer, de production à l'usage, mais on aura d'importantes émissions
de production et ça ne sera pas le moment. À ce moment-là, on ne va pas pouvoir s'occuper de décarboner les filières de production. Il faut commencer tout de suite pour que ça puisse avoir des effets en 2035 ou en 2040. Donc je pense que c'est l'objectif de l'approche en cycle de vie qui est aussi utilisé par les Chinois notamment. Donc c'est pas spécifique à l'Union européenne. J'ajoute que j'échange avec mes homologues européens sur cette question et ils sont très très intéressés par la méthodologie et par l'approche qui a été à ce stade donc effectivement adoptée par la France de la même manière pour éventuellement mettre en place ce type de dispositif. Ouais. Tout à l'heure, je parlais marque constructeur en donnant des exemples. On peut même dire que ça va être même modèle par modèle quasiment, parce que c'est un peu ce qui se passe pour certains. Alors, pour d'autres, ce sera modèle par modèle, voilà. Effectivement. Parce que là, je pense à un autre exemple, un Hyundai coréen qui a malgré tout des sites en Europe. Certains modèles pourront être éligibles, d'autres ne le seront pas. On sera vraiment du modèle par modèle. C'est vraiment l'idée. Exactement. Et Dorothée Desraux-Julian, l'aspect du coup là, avec votre casquette Mobiliance, se dire que alors, je vais arriver dans une concession, je vais avoir des modèles qui auront pas forcément le même bonus, mais la même marque. Il va falloir faire encore de la pédagogie aussi pour dire non, vous c'est moins 3000, vous c'est moins... Voilà, encore une fois, je caricature volontairement, mais ce sera ça en 2024, globalement. Oui, alors ça démarre déjà, en l'occurrence, puisqu'il y a pas mal de publicités là, en ce moment où on dit c'est la fin bientôt du bonus. Alors effectivement, il y en a qui ont déjà anticipé. Il y a des ventes là, en cette fin d'année qui on sent l'anticipation. Quelques bonnes affaires avant le 15 décembre, on va le dire. Exactement. Voilà. Nous, on est en partenariat avec Bercy pour déployer une communication via nos concessionnaires. On est en train de rédiger cette communication pour déployer chez les vendeurs une vraie pédagogie sur cette refonte du dispositif, parce que je pense qu'elle va complètement changer la vision des clients. Oui, parce qu'effectivement, voir c'est une telle différence alors, de 2 000, 3 000, 4 000 euros, c'est alors attendez, je vous explique pourquoi, parce que la batterie, elle vient de là, parce que telle... Voilà, faudra arriver à Il y a une vraie pédagogie ça, du vendeur. Et c'est vrai que nous, en tant que Mobiliance, c'est aussi notre rôle, c'est d'accompagner ces vendeurs dans leur formation aux véhicules électriques et aux nouveaux dispositifs pour qu'ils puissent communiquer auprès du client. Donc on va déployer des outils avec le gouvernement sur ce sujet, d'autant plus que ce bonus-là, il intervient en même temps que le leasing social, qui va être un autre dispositif sur lequel il va aussi falloir faire de la pédagogie. Et c'est vrai que les réseaux physiques de concessionnaires vont jouer certainement un rôle en la matière. Oui, parce qu'effectivement, on peut aussi se dire, j'ai entendu parler du leasing social, je viens voir mon concessionnaire, quel type de véhicule, quel type de critères. Clairement. Là aussi, il faudra faire la pédagogie parce qu'on sait qu'au final, alors, ça sera une vraie porte d'entrée, mais pas non plus pour des millions de foyers, dans un premier temps, en tout cas, dans ce qui se profile. Aujourd'hui, il y a un vrai enjeu social sur l'acceptabilité des véhicules électriques. On le voit. Globalement, nous, ce qu'on observe, c'est déjà la forte vente des véhicules d'occasion. Il y a beaucoup de véhicules d'occasion de plus de 15 ans qui se vendent. Et ce n'est pas... ça relève aussi du pouvoir d'achat, de l'attentisme des clients en la matière. Et puis aussi, on le voit côté réparation. Il y a beaucoup d'activités dans les ateliers de réparation. Et ça, c'est aussi un signal que, je lisais un sondage là, il y a quelques jours, il y a 77% des Français qui veulent garder leur véhicule aujourd'hui. Ça veut dire en fait qu'ils hésitent, ils attendent un peu de voir comment ça va se passer. Et c'est vrai, ce qu'on pense, c'est que là, la petite période de transition va être un peu, un peu d'attentisme du client qui va un peu regarder comment ça va se passer. Sur cette période-là, quel regard vous portez, Athina Argiriou? Parce qu'effectivement, il y a une vraie... énormément de questions pour le client, se dire est-ce que j'attends, vers quoi je me tourne, quel mode de financement, quelle motorisation, est-ce que les bonus, leasing, etc. peuvent aiguiller un peu, même si c'est... Elle a raison, Dorothée. Même aujourd'hui, les consommateurs, quand ils passent la porte d'une concession, il a perdu un peu ses repères. Ce qu'il croyait aimer n'existe plus. Ce qu'il pense vouloir, les délais de livraison ils sont trop longs. Du coup, il choisit un peu par défaut et toute cette réglementation entrave un peu cette envie, cette volonté d'aller plus vite vers l'électrification. Comment vous voyez 2024 sur ces logiques-là? Est-ce que on va encore forcément un petit peu, pas forcément tâtonner, mais en tout cas être sur quelque chose de transitoire? Parce qu'effectivement, il n'y aura pas encore la solution, comme avant, le diesel pour tout le monde, on ne se pose pas la question. Forcément, il y aura encore beaucoup besoin de pédagogie. Oui, de toute façon, le passage à l'électrique est une transformation, c'est peut-être une généralité, mais une transformation tellement importante. On n'en a pas connu dans l'industrie automobile depuis 50 ans. Et donc,
il y a des périodes de mise en place qui sont toujours un peu difficiles. Et je pense effectivement que le début 2024 n'échappera pas à ça. Et puis, comme on l'a dit, ça va continuer d'évoluer. Donc, il y aura encore des périodes d'évolution, mais il faut, oui, effectivement, accompagner le consommateur dans cette transition parce que ça demande des changements d'habitude importants pour lui. Parce que c'est vrai que l'accessibilité, Nicolas Lebigot, ça passe beaucoup par le prix. Donc effectivement, là, une même voiture, alors il y a parfois c'est un Tesla par exemple qui va faire un peu le yo-yo avec ses tarifs parce qu'il peut se le permettre. Mais là, typiquement, il y a effectivement, on l'évoquait, on peut citer, vu qu'on a cité plein de marques, MG qui forcément fait un forcing là près 15 décembre en se disant profitez-en. On ne sait pas quel prix sera telle voiture en janvier ou en février. Il y a cette logique-là aussi. Et le consommateur va se dire il faut que j'avance mon achat, il faut que j'attende. C'est vrai que oui, il va y avoir un peu d'attentisme, tout à fait. Donc le verdict sera rendu au 15 décembre. Après, il y a des véhicules qui, parce que, effectivement, si on regarde les modalités de la méthodologie qui est proposée, on peut imaginer qu'ils passeront plus facilement lorsqu'ils sont produits en Europe. Voilà. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas pour les produits non européens, ne nous trompons pas. Mais bon, voilà, je effectivement, suis assez d'accord avec l'idée que les clients aujourd'hui sont un peu déboussolés. Alors, ils sont déboussolés à la fois sur la question des aides dont ils pourront bénéficier ou pas, et aussi sur ce passage à l'électrique qui, au-delà de la question du prix, sur laquelle on travaille avec le bonus, c'est aussi d'autres types de contraintes en matière de facilité d'accès à la recharge, qu'il s'agisse de la recharge à domicile ou en itinérance. Et là, il y a sans doute un peu de pédagogie à faire parce qu'à ce stade, aujourd'hui, sur la partie borne de recharge disponible en voirie ou en itinérance, le compte y est. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les clients considèrent que ce soit un frein. C'est vrai que sur la question des copropriétés, pour le coup, il y a un sujet parce que ça ne va pas assez vite, malgré que les dispositifs soient déjà disponibles pour faciliter la mise en œuvre des infrastructures dans les copropriétés avec le fameux zéro reste à charge pour la copropriété qui facilite la décision, mais c'est un point sur lequel on doit encore s'améliorer et on va y travailler. Donc c'est aussi ces éléments-là de contraintes qui s'ajoutent à la question du prix, mais voilà, c'est un travail du quotidien pour fournir des informations et en même temps, nous, en tant que constructeurs automobiles, on a des objectifs à tenir en termes de part de marché de véhicules électriques parce que la réglementation CO2 nous l'impose. Peut-être un mot avec vous, Dorothée Desrojullian, sur est-ce que le score environnemental qui aurait été défini, donc, est-ce qu'il doit apparaître pour le consommateur, se dire tiens, voilà, j'ai... moi, je pense que c'est un élément de pédagogie essentiel pour le client, au contraire. Parce qu'aujourd'hui, l'appétence des clients pour le sujet de transition écologique, je pense que tout le monde est... Et ça devient évidemment un argument, de toute façon, pour les c'est un argument de vente, en fait. Et nous, on serait vraiment favorable, justement, pour le mettre en avant. Et là, pour l'instant, on ne sait pas encore quelle forme ça pourrait prendre, si ça existe, si c'est affiché. Alors, ça devrait être affiché. Une sorte de Nutri-Score du... En tout cas, là, c'est en discussion, mais en tout cas, c'est vrai que côté concessionnaire, je pense que c'est plutôt un sujet qu'ils accueilleront favorablement. Ça peut aider à la pédagogie dont on parlait. Alors, la question, c'est effectivement comment est-ce que le gouvernement va communiquer ? Est-ce que ce sera simplement binaire, véhicule est éligible ou il ne l'est pas ? Est-ce qu'on donne le score ou est-ce qu'on ne le donne pas ? Pour l'instant, on ne sait pas. Ouais. Vous seriez favorable à un score ou en tout cas des critères pour accompagner un petit peu le choix du client, de se dire bon voilà, la batterie vient de là et après je fais mon choix en fonction du prix, de mes besoins, de mes possibilités. Nous, on l'a demandé parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas prévu. Ouais. En fait, le 15 décembre, il y aura une liste avec des constructeurs éligibles au bonus, mais ils n'ont pas reçu, ils ne vont pas avoir les scores. Dans ces cas-là, le processus n'a pas trop de sens parce que finalement, comment on fait pour s'améliorer sur quel secteur ? Et puis, c'est lui qui a 59 et 60, finalement, il n'est pas si mauvais que ça. Alors, voilà. Effectivement, ce sera à regarder de près. En tout cas, on a bien posé ces débats, ce décor, parce que c'est vraiment des sujets de fond, évidemment, qui traversent le secteur automobile. Et puis, évidemment, comme d'habitude, on va continuer à en parler sur Mobility TV. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus en plateau pour ce sujet qui, donc, évidemment, est encore en suspens. À suivre et à bientôt. Merci à vous.